Activité numéro 1 concernant l'atome et notamment quel modèle pour l'atome. À savoir, ici, dans cette activité, on va traiter l'atome et plus particulièrement sa composition, à savoir comment est constitué l'atome, comment calculer la masse d'un atome et étudier un petit peu toutes les particules qui constituent un atome. Alors, je ne vais pas lire les documents avec vous maintenant, mais globalement, le document 1 nous explique selon le prix Nobel de physique Georges Charpak, comment en fait est composé un atome. Donc je vous laisse lire le document et on va y revenir ensuite à travers les questions. Bien, donc justement, les premières questions, les documents, on y reviendra au cas par cas. Donc première question, parmi les 4 dessins qui modélisent l'atome à différentes périodes de l'histoire des sciences physiques, donc le document 3, lequel d'entre eux modélise un atome conformément à la description qu'en fait Georges Charpak. Donc je reviens sur le document 3. Donc on a 4 modèles pour l'atome qu'on va détailler ensuite, et donc lequel correspond à la description que fait Georges Charpak d'un atome. Alors si on lit bien le document, Georges Charpak définit un atome comme étant un noyau constitué notamment par des protons et des neutrons, et autour de ce noyau gravitent ce qu'on appelle des électrons qui sont chargés négativement. Donc c'est le modèle C qui ressemble le plus évidemment à la description de Georges Charpak, à savoir un atome au centre du noyau, constitué ici par des protons et des neutrons, d'où les petites boules rouges et les boules bleues pour différencier protons et neutrons, et autour de cet atome gravitent des électrons qui sont chargés négativement. Donc, la définition de Georges Charpak, c'est donc un atome est composé d'un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons, autour duquel des électrons de charge négative gravitent. Le dessin correspondant, on l'a dit, à la description de Georges Charpak, c'est donc le schéma C. Ok, très bien. Ensuite, associer à chacune des descriptions de l'atome l'une des modélisations A, B, C ou D par rapport aux définitions du document 4. Donc on revient un petit peu sur les documents 3 et 4. 4 modèles différents pour l'atome au cours du temps, au cours des siècles. Et il faut les associer à chacun des modèles. Donc si je regarde un petit peu, ici, le modèle de Leucippe et Démocrite, il nous explique, donc c'était en Grèce au 4e siècle avant Jésus-Christ, là donc il nous explique que l'atome, c'est l'ultime parcelle de matière, compacte et indivisible, et que les atomes peuvent se lier les uns aux autres grâce à des crochets. Donc en fait, à cette époque, dans leur hypothèse, un atome, c'est juste une sphère finalement, donc ça correspondrait au modèle D. Le modèle de Thomson, les électrons, donc lui a fait intervenir les électrons, découverts à la fin du 19e siècle, sont chargés négativement et sont disposés à l'intérieur d'une sphère qui elle est chargée positive. Donc en fait, ça serait des électrons à l'intérieur d'une sphère, donc ça correspondrait au modèle B. Puis vient le modèle de Rutherford, qui lui donc explique que les électrons qui sont chargés négativement tournent autour d'un noyau. Donc ça serait celui-ci, le modèle A, puisqu'ici, Rutherford, à ce moment-là, ne propose pas ce qu'il y a à l'intérieur du noyau. Et enfin, les modèles de Rutherford et Chadwick, donc eux proposent que l'atome est constitué donc par des électrons qui sont négatifs, qui tournent autour d'un noyau, qui lui-même est constitué par des protons et des neutrons. Donc ça correspond évidemment au modèle C, ou au modèle expliqué par Georges Charpak dans le document 1. Donc pour résumer, l'atome, selon Leucippe et Démocrite, correspond, on l'a dit, au modèle D. Celui de Thomson au modèle B. Celui de Rutherford au modèle A. Et enfin celui de Rutherford et Chadwick au modèle C. Bien. Maintenant, à l'aide de la description des atomes qu'en fait Georges Charpak et en particulier de la phrase « Le diamètre d'un atome est voisin d'un centième de millionième de centimètre, celui d'un noyau est 100 000 fois plus petit ». Complétez le texte suivant. Alors là, c'est la partie un petit peu délicate puisqu'on va utiliser les puissances de 10 et on va essayer un petit peu de retranscrire cette phrase sous forme de puissance de 10.
Alors j'explique rapidement, hein, 1 centième de millionième de centimètre, comment ça peut s'écrire? 1 centième, c'est 1 sur 100. 2 millionièmes, donc fois 1 sur 1 million, 2 centimètres. Donc en fait, hein, je vous rappelle les puissances de 10, 1 sur 100, ça s'écrit aussi 10 moins 2. Et 1 sur 1 million, c'est 10 moins 6. Si on applique la règle des exposants que vous avez vue au collège, 10 moins 2 fois 10 moins 6, on additionne les deux exposants, moins 2 plus moins 6, ça fait bien moins 8. Donc ça nous donne cette phrase finalement 1 centième de millionième de centimètre, c'est 10 moins 8 centimètres. Et si je veux l'écrire en mètres, sachant que 1 cm c'est 0,01 mètre, donc il faudra encore multiplier par 10 moins 2, ça fait 10 moins 10 mètres. Et on vous dit ensuite que le noyau, lui, est 100 000 fois plus petit que l'atome, puisque ça, c'est 10 moins 10, c'est la taille de l'atome. Le noyau de l'atome, il est 100 000 fois plus petit, donc il faudrait diviser 10 moins 10 mètres par 100 000. 100 000, c'est 10 puissance 5. Donc 10 moins 10 sur 10, sur 10 puissance 5, pardon. On applique encore une fois la règle des exposants. Et là, comme on a une fraction, il faut soustraire les deux exposants. Donc on a 10 exposants moins 10 moins 5, ce qui fait 10 moins 15 mètres. Alors, ici, c'est pas très grave, hein, cette partie-là sur les puissances de 10, elle est un peu plus délicate. Donc c'est pas très grave si ça reste un peu flou. Le diamètre d'un atome est voisin de 10 exposant moins 8 cm, ou encore 10 exposant moins 10 mètres. On a expliqué pourquoi juste au-dessus. Celui d'un noyau est voisin de 10 exposant moins 15 mètres, puisqu'il est 100 000 fois plus petit que la taille de l'atome. Ok, donc ensuite l'électron, on l'a dit, porte une charge négative. Le proton, lui, porte une charge électrique positive. Donc ça, évidemment, c'est à connaître. Exactement opposée à celle de l'électron. Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Le neutron, lui, comme son nom l'indique, il est neutre. Donc il est électriquement neutre, c'est-à-dire sa charge est nulle. Et donc dans un atome, comme les électrons sont négatifs, les protons sont positifs, et qu'un atome est neutre, du coup, il va toujours y avoir autant d'électrons que de protons dans un atome. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pourquoi on dit qu'un atome est électriquement neutre. C'est-à-dire la charge globale, la charge totale d'un atome, ça vaut 0. Pourquoi? Parce qu'il y a autant d'électrons négatifs que de protons positifs. Bien, prenons ensuite ces petites particules, protons, neutrons et électrons dans le détail. Donc un proton, où se trouve le proton? Un proton, ça se trouve dans le noyau de l'atome. Quelle est sa charge électrique? Sa charge électrique est positive, on l'a dit. Et la dernière ligne, on va comparer la masse de chacune des particules à la masse du proton. Donc évidemment, quand on parle du proton, hein, on met un petit égal pour indiquer que c'est évidemment égal à la masse du proton. Autre particule importante, c'est le neutron, qui lui se trouve également dans le noyau. En revanche, sa charge est neutre. Et la masse du proton, c'est la même que la masse que la masse du neutron. Donc les protons et neutrons ont la même masse, alors la valeur n'est pas à connaître par cœur, hein, mais ces deux petites particules ont la même masse. Donc elle est égale à la masse du proton. Et enfin l'électron, qui lui se trouve dans ce qu'on appelle le cortège électronique, c'est-à-dire ce qui est autour du noyau. Électronique, hein, c'est-à-dire autour du noyau. Sa charge, alors sa charge elle est négative. Et on va l'appeler moins E. Alors E, c'est un nombre particulier qui vaut 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. C'est-à-dire que la charge de l'électron, c'est moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. C, c'est pour coulomb. Du coup, dans cette idée-là, hein, la charge du proton, c'est plus E, puisqu'on l'a vu. Hein, la charge du proton est exactement opposée à la charge de l'électron, donc c'est plus E, c'est-à-dire plus 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Et la masse de l'électron, elle est beaucoup plus faible que la masse du proton. Si on regarde encore une fois les masses que l'on nous donne, la masse du proton, c'est 1,67 10-27 kg, quand la masse de l'électron, c'est 9,11 10-31 kg. Donc c'est beaucoup plus petit, et c'est tellement plus petit d'ailleurs qu'on va dire qu'elle est négligeable devant la masse du proton. Donc on ne considérera pas la masse de l'électron face à la masse du proton. Bien, comment appelle-t-on le nombre de protons dans le noyau, quel est son symbole? Donc là, je vous renvoie au document 5, où on vous explique justement la composition un petit peu
d'un atome. Et donc on a dit on a un noyau qui contient donc des protons et des neutrons. Au passage, protons et neutrons, c'est ce qu'on va appeler pardon, des nucléons. Et les protons, le nombre de protons, il est indiqué par ce qu'on appelle le numéro atomique, et cet numéro atomique, on va l'appeler Z. Et donc dans un atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, on l'a dit, et le nombre de protons et de neutrons dans un atome est indiqué par le nombre de masses de cet atome qu'on va noter A. Donc en fait, le document il nous dit que finalement, pour symboliser le noyau d'un atome, en fait, ici, X, ça va représenter le symbole de l'atome. Alors le symbole, ça peut être C pour le carbone, H pour l'hydrogène, O pour l'oxygène. En bas à gauche, on va donc indiquer ce qu'on appelle le numéro atomique, qu'on va noter Z, qui va indiquer le nombre de protons présents dans le noyau. Et A, qu'on appelle donc le nombre de masse, ça va représenter en fait le nombre de nucléons, c'est-à-dire c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc ça va être important. Donc au final, si je reviens sur le texte, comment appelle-t-on le nombre de protons dans le noyau? Donc le nombre de protons dans le noyau s'appelle le numéro atomique. Et son symbole est Z. Que représente ensuite le nombre A? Le nombre A représente ce qu'on appelle le nombre de masse. Finalement, le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Et donc le nombre de nucléons, c'est-à-dire, je vais le mettre entre parenthèses, protons plus neutrons. Plus neutrons présents dans le noyau.